هلا يا لو هيلالي الدار البيضا ديالي علي علي حبيبي ديالي فين هو يحسر على دوك الايام فين قدور ليالي علي علي حبيبي ديالي فين هو هالوردة 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 بالشوكة علي علي حبيبي ديالي فين هو انا جيني وجنوني على حاجة المشروكة علي علي حبيبي ديالي فين هو سيدي حبيبي هو سيدي ديالي هو غالي مالو لساني علي علي حبيبي ديالي. Bon, je suis l'aînée d'une famille de 10 enfants, dont 9 filles et le dernier un garçon. Alors, je m'appelle Charles Chitrit, je suis âgé de 79 ans, je réside habituellement autour de Grenoble, à Montbonneau. هلا يا لو هيلالي الدار البيضا ديالي. Franchement, je la souhaite à personne, elle était merdique. Pour en guise de ballon, par exemple, nous mettions une boule de vieilles chaussettes quand elles étaient encore propres. Et on tapait dans le ballon, il y avait une équipe de la communauté juive contre la communauté espagnole. Alors bien sûr, les Espagnols n'admettaient jamais d'être battus au foot, tant et si bien que 5 minutes avant la fin du match, on faisait taillot pour éviter la castagne. Et donc ça, c'était à Casablanca, au Maroc. C'était à Casablanca, oui, au Maroc. Très belle ville, mais et quartier pourrave. D'accord. Et on parle donc des années 1900... Alors là, c'est des années 45. On vivait très sommairement. On habitait dans un quartier très agréable, mais on a été expulsés, donc on a habité les bas-fonds. Expulsé? Pas les bas, oui. Pas les bas-fonds, mais bon. Donc c'est Casablanca au Maroc. Hein. Casablanca. Et pourquoi expulsé? Je sais pas. J'étais jeune, je sais pas du tout. Je devais avoir 3 ans, 4 ans. Après, on a habité un quartier où on a habité pendant... On est parti de là, je devais avoir 20 ans, puisqu'après on est allé rue Gay-Lussac et je travaillais rue de l'Aviation Française dans les assurances. Mon premier souvenir d'enfance, c'était les fruits étaient beaux au Maroc, étaient gros, étaient des merveilles de la nature. Et je suis passé devant donc un marchand qui avait fait une pyramide avec de très beaux fruits, mais j'ai cédé à l'envie d'en prendre une, voilà. Mais je l'ai pris sans payer. Et donc il est passé derrière la boutique, il a couru après moi, mais il fallait que je la mange. Et je nettoyais, j'enlevais la peau et je mangeais quartier par quartier. Mais moi, je l'ai rattrapé. On était... Mon frère, oui, mon frère est né au Maroc aussi. On était 10 enfants et on vivait dans un appart, 2 chambres, 3 chambres, un séjour, une cuisine, à 12. 10 plus mes parents. À 12. Et on ne le sentait pas, non, on était très bien. Quel genre de petit garçon tu étais? Très malicieux, turbulent. Turbulent. Ah oui, beaucoup. Turbulent et
Travailleur. Travailleur? Ah, c'est bon, pas, non. Non, non. Non. C'est la débrouille, quoi. On n'était pas riche du tout, Mais plus aisé pas que la famille de pauvre non papa. plus, parce que la vie au Maroc déjà est pas chère du tout, la domesticité est donnée aussi. Donc non, j'ai vécu aisément, j'ai pas souffert de la pauvreté, ni de la promiscuité, ni de... Non, on était très bien, parce que bon, c'est un pays où la vie n'était pas chère du tout aussi, hein. Mais c'est la belle vie. C'est ce qu'on appelait la belle vie, parce que d'abord il y avait un climat énorme. Ciel bleu tous les jours, la vie accessible, la cherté de la vie qui n'existait pas. Tout était facile, voilà, par rapport à mon arrivée en France. Mais les conditions de vie étaient assez basiques, étaient assez précaires. Vous habitiez où? On habitait ce qu'on appelle Omela. Omela, c'est les quartiers populaires où c'était le début d'un certain confort pour les Juifs du Maroc. À la mort de ma mère, c'était exactement les 8 jours de deuil de ma mère. Et j'ai un copain d'enfance, donc, qui m'avait dit si tu veux, pour te changer les idées, tu montes derrière moi sur mon scooter, on va aller à une boum. Alors j'ai dit ah bon, on va aller à une boum? Oui, on va faire un saut dans une boum. Et tu verras, il y a des nanas, etc. Puis on rentre, la boum était chez le voisin du copain. Et c'était une chambre unique d'ailleurs, la seule en guise d'appartement, où on faisait tout. On mangeait, on dormait par terre, sur des matelas par terre, oui. Et en journée, pour avoir de la place, on mettait les matelas debout contre le mur. Et donc c'est là que j'ai vu 3-4 nanas, dont Lisette. Ah mais ça a fait titre tout de suite, hein. J'ai pas hésité non plus. C'était le coup de comment on dit? De foudre. Le coup de foudre, exactement. D'accord. Mais après, il y a eu des histoires, compte tenu de ton caractère un petit peu difficile, je crois qu'elle t'a basé une ou deux fois. J'ai toujours été adoré par la famille Azoulay. Mais il y a une histoire, ou c'est peut-être une légende, qui dit que en fait, à un moment, vous n'étiez plus ensemble et elle a failli se marier. Ah bah ça oui, c'était une fille très courtisée parce qu'elle était très très jolie quand elle était petite. D'ailleurs, on la prenait pour une Eurasienne, les yeux bridés, les cheveux noirs, un joli minois. Elle avait beaucoup de succès, mais elle avait un père très autoritaire. Et donc, elle ne pouvait pas broncher, sortir de chez elle. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir l'aborder relativement facilement, voilà. D'accord, mais comment on explique cette fameuse légende du mariage qui a été annulée sur un coup de téléphone? Ah oui, mais ça... Alors là, je vous laisse le soin de la questionner. Elle saura vous en dire beaucoup plus que moi. Et il y a une autre légende qui tourne, qui est celle de la rencontre avec un écrivain américain, Ah bah une américaine. Comment elle s'appelait, celle-ci? Oui, Kay Kettle. Kay Kettle. Kay Kettle. Kay Kettle, c'était... on avait 15 jours de vacances par an. Et je travaillais donc à la banque. On a décidé avec un copain d'aller à l'aventure en Europe. Et c'était pour nous les vacances, la découverte du monde, etc.
Mais à l'époque, le voyage en bateau était beaucoup plus courant. Donc on a pris un bateau, l'Independence, qui était le bateau jumeau. C'était la marine américaine qui avait construit ces deux bateaux. Et donc on avait pris une croisière entre Casablanca et Barcelone. Voilà. Donc on a embarqué, c'est parfait, et on était sur le pont en train de discuter de choses et d'autres, d'admirer la mer. Et j'ai vu une belle blonde aux yeux bleus avec sa maman. Elle était avec sa maman. Et deux romans contre sa poitrine. Et je l'ai abordé pour lui dire est-ce que il y a longtemps que vous voyagez sur les bateaux? Non, non, me dit-elle. Et bon, c'est parti comme ça. Puis en fait, je l'ai dragué, quoi. Je l'ai dragué, puis j'ai su que c'était la fille d'une romancière, qui était sa mère, qui était avec elle d'ailleurs. Ah, donc c'était pas elle la romancière. Non, c'était la maman qui était la romancière. Mais elle est partie sur ses traces. Je suis sûr qu'elle a abouti à quelque chose. Même Lisette, où habitaient ses parents, les derniers temps où on a fait le mariage, c'était la rue où un petit immeuble de 2 étages, et ils habitaient au 2e, et on a fait le mariage là-bas. Et j'étais la vedette chanteur. C'est vrai, hein? T'es arrivé en Lambretta? Ah ouais. Je me rappelle même plus, tu te rends compte? Non, non, je me rappelle pas. Je sais qu'on avait été chez le photographe, qui était très réputé au Maroc, c'était Marty. Marty, un grand photographe, qui faisait tous les mariages, les photos du mariage. Et qu'est-ce que je fais? Non, en calèche. Vous savez, en calèche avec des chevaux. On est natif d'Espagne, mais on a été chassé par la salope de... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Oh, la reine... Comment s'appelle cette raciste là? Isabelle la catholique, voilà. Et on a été chassés, mais sévèrement. Donc on n'a pas pris grand-chose comme meubles. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de meubles. Mais des ballots, c'était des ballots avec une canne sur le dos. Et nous voici donc partis du Maroc. Et on a traversé toute l'Espagne. Oui, on a traversé toute l'Espagne pour atterrir, entre autres, à Casablanca, qui était la ville, la capitale économique qui avait accueilli le plus de juifs qui étaient chassés. Donc mon père était maître bottier. C'était un excellent chausseur. Mais il avait travaillé comme maître bottier pour l'armée. Donc c'était bien rémunéré et c'était une grosse référence. Et après, un jour, il a voulu s'installer en haut de notre maison, à la terrasse. Il a fait un atelier de chaussures et se débrouillait très bien. Moi, il me donnait des chaussures par 3 et 4 paires. Et quand je voulais m'acheter des Séducta, il me disait « mais c'est de la merde à côté de moi ». Et puis après, il était allé travailler dans une très grosse usine de chaussures où il a fini jusqu'à la retraite, jusqu'à leur veille de départ pour Israël. Hein.
Et puis en Israël, je crois qu'il n'a pas travaillé. Là, il était déjà à la retraite, il n'a pas travaillé. Mais il a été à l'école, ainsi que ma mère et toutes mes sœurs pour apprendre la langue. Et petit à petit, toutes les sœurs se sont mariées, ont eu des enfants. Et maintenant, on doit être à au moins 300 nièces et neveux, je ne sais pas. Mais beaucoup. Pas mystérieux, mais ouais, énigmatique. Il travaillait tous les jours, il était très, très assidu au travail, très, très compétent, mais à la maison, il n'était pas du tout efficace. Il rentrait très tard le soir, on ne le voyait jamais. Moi, quand j'avais besoin d'argent pour acheter un livre ou quoi que ce soit, c'était des petits mots que je lui laissais sur la table, et le matin, il me laissait l'argent. Mais on ne le voyait pas beaucoup, il était tout le temps dehors, il finissait tard le soir, il travaillait très loin, donc il faisait la marche tous les jours d'au moins 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Et après, il se mettait, il allait voir les copains, faire une petite partie de cartes jusqu'à point d'heure. C'est de là qu'est venue la passion du jeu. Peut-être, oui. Mais ceci dit, ma mère aimait bien aussi jouer aux cartes. Quand on arrivait de l'école, allez, on fait un petit rami, elle nous attendait pour ça. Celui qu'on appelait Yul Brunner. Tout à fait, d'ailleurs il lui ressemblait beaucoup. Je te jure, si tu le vois. Je faisais peur. Hein? Il faisait peur. C'était un homme de peu de paroles. Hein. Mais tu l'as connu. Ouais. Oui. Ah ouais, non, mais c'était le... Il parlait pas beaucoup. Hein. Rien. Mais par contre, son regard disait beaucoup. Il était très sévère et... ouais, il laissait rien passer. Il rouspétait tout le temps, il se disputait tout le temps avec ma mère. Mais par contre, c'était un grand bosseur. Travaillait, consacrait sa vie au travail. Et quand il est arrivé en Israël, je crois qu'il s'est emmerdé parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa peau. Du coup, il allait à la synagogue tous les jours pour voir les copains, passer le temps, discuter. Mon oncle, lui, qui était avec nous au Maroc, n'a jamais eu d'enfant. Et il était marié avec une femme exceptionnelle qui nous adorait, qui nous gâtait. Et mon oncle était un pain sans rire. Quand il était dans une soirée, il faisait rire toute la galerie, il racontait des histoires, il mimait, il était extraordinaire. Ma tante, avec ses enfants qui ont tous émigré en Israël, et il y avait du côté de mon père ses 2 frères et une sœur, dont un frère a décédé très tôt, on ne l'a pas beaucoup vu en Israël, et l'autre frère a décédé il y a 10 ans. 10 ans, avant mon père d'ailleurs. Non. Oui, avant mon père. Et la dernière sœur, elle est morte il n'y a pas longtemps. C'est tout ce que je connais de la famille. Et leurs parents, tu sais pas d'où ils viennent J'ai connu, bien sûr, j'ai connu les grands-parents, mais j'étais toute petite, toute jeune. Mais j'ai souvenance que mon grand-père était un fort bel homme, très bel homme, très grand, avec une très belle stature et une barbe blanche, on dirait un Père Noël, et avec un sourire éclatant.
qui montrait des dents blanches et saines, alors qu'il était très âgé. Quant à ma grand-mère, je ne l'ai pas beaucoup connue. Je crois qu'elle était décédée avant, mon grand-père. Et du côté de ma mère, ma grand-mère, l'image que j'ai d'elle aujourd'hui, c'est dans son lit de mort, où elle est morte très jeune d'une crise cardiaque. Donc je ne l'ai pas bien connue non plus. Mais ils ont habité au Maroc toute leur vie ou est-ce que c'est d'accord? Ils disent qu'ils viennent de Mogador. Donc ils avaient tous des noms un peu à consonance anglaise. Ma mère, elle s'appelait Huerta. Je ne sais pas si c'est anglais ou espagnol. Mais Mogador, c'était sous domination anglaise. Ce qui s'appelle Essaouira aujourd'hui. Essaouira aujourd'hui. Oui. Mais c'est donc tous des juifs qui viennent d'Espagne Oui. À la base, donc il y a quelques siècles. Oui. D'accord. Tous des juifs. Et t'as jamais cherché à remonter la généalogie de la famille? Non, c'est impossible. On savait tout ça par Par ma oral, mère. ouais. On lui posait des questions, elle nous répondait ça, mais non, on n'a jamais vraiment cherché. Hein. Maman, elle ne travaillait pas, mais elle était couturière de métier, mais elle nous faisait toutes nos coutures à nous. Moi, il lui arrivait de me faire 2 toilettes par semaine. Les tissus n'étaient pas du tout chers. Elle faisait ça et je lui ai amené un tissu, je le voulais pour le lendemain, la robe. Hein. Elle assumait. Bon, on avait des domestiques, la blanchisseuse. On n'a pas vécu dans la misère. Hein. Moi, je ne connais pas la misère. Ma maman, elle était très gentille, très serviable, très agréable, qui s'est toujours dévouée pour tout le monde, qui n'a jamais travaillé. Je te dis, elle était couturière de métier, donc elle s'occupait de nous de par ce biais. Et en Israël, elle a beaucoup aimé la vie là-bas, elle a beaucoup apprécié, elle s'est mise à apprendre la langue, elle était heureuse de vivre là-bas. On a été 6 frères. 6 frères. Pas de sœurs. Une qui a pas survécu. Ah. Albert, l'aîné, Georges, Max, moi, Armand et Henri. Et ils sont un petit peu partout aujourd'hui. Canada, France et Israël. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de contact avec eux? Des textos, quelquefois. Comment ça se fait? Vous entendiez bien quand vous étiez jeune? Oh, comme toutes les fratries, hein, on s'entendait. Oui, quand on habitait ensemble, on se voyait souvent. Mais après, chacun a fait sa vie, soit marié, soit parti au Canada ou en Israël. Quoi. Ils sont sympas? Le cadet était très bien, Georges. Il est toujours bien, hein. Il est marrant et tout. Albert était généreux, c'était l'aîné, mais non, je peux pas, c'était Georges surtout. Georges et Armand, bon, moyen. C'est Georges et moi. Et Max? Bah, moi, c'est l'artiste, lui. Hein. Attends. Si je ne l'ai pas vu, ça fait au moins 5 ans. Et il habite à côté de chez toi? Il habitait, maintenant je crois qu'il est à Perpignan. C'est la folie, hein. Et quand je l'ai connu, il était journaliste au Dauphiné Libéré? Oui, il n'est pas journaliste, il était typographe.
La Deuxième Guerre mondiale, pour nous, bon, on était relativement épargnés puisque on avait un protecteur qui était le roi du Maroc, Mohamed V, qu'on salue humblement. Mais oui, relativement épargnés, mais nous n'avions pas le grand confort, la richesse des pays européens. Mais on avait, pour toute richesse, le ciel bleu, le soleil et la vie pas chère. Voilà. C'était quoi vivre au quotidien sous le protectorat? Ben, sous le protectorat, c'était la France qui avait colonisé le Maroc, entre autres, puisque toute l'Afrique du Nord était colonisée par la France, notamment l'Algérie, la Tunisie, puis le Maroc. Et la France a donc fait beaucoup pour le Maroc. Elle a fait de très belles routes, de belles places, beaucoup de jardins à la française. Oui, elle a laissé son empreinte. Mais qui gouvernait dans les faits? C'était, disons, le roi était là sur un trône, comme moi je suis sur une chiots. Mais il y avait ce qu'on appelle le maréchal Pétain, qui était l'équivalent non, pas maréchal Pétain, maréchal Leclerc, qui était l'équivalent de Pétain à Vichy. On était sous protectorat français. Dès qu'il y a eu l'indépendance, ça se dégradait. Et les gens y partaient de plus en plus. Donc nous aussi, Donc l'indépendance du Maroc, c'était quand? C'était en 56. 56. Donc vous avez quand même vécu Oui. Presque 18 ans Ben oui. avec sous le régime marocain, indépendance. Nous, on a vécu sous le régime français pendant des années. On est parti en 64 et l'indépendance c'était en 56, donc 12 ans. Et quand tu dis dégradé, qu'est-ce qui se dégradait? Les Arabes, ils avaient plus d'emprise sur nous, alors qu'avant on était tous dirigés par des Français, tout était francisé, tout était... et après, on voyait que ça commençait à se dégrader. Ils s'en prenaient énormément aux Juifs, évidemment, et surtout à la jeunesse. Tu n'avais pas de contact avec les représentants français, en fait, ou très peu? Absolument pas. Pas du tout. C'était c'était encadré par on appelait ça l'Alliance israélite, qui s'occupait de tout, d'aider, de soigner, de nourrir même. Et je me rappelle, on appelait ça, parce qu'on n'avait pas quand on avait des nourrissons, des nouveau-nés, on n'avait pas les moyens de leur acheter du lait. Et c'était l'Alliance israélite qui s'occupait de ça. Je suis retourné 2 fois. 2 fois en 50 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, parce que toute la famille s'est dispersée. J'ai eu Gary et on a décidé de quitter la France pour le Canada. Pour le Canada au début, hein? Canada. Et à la veille de partir, mes parents ainsi que les parents de Charlie se sont formellement opposés à notre départ au Canada. Et du coup, comme on n'avait plus rien, ni appart, ni voiture, ni rien, on s'est dit, on va aller où? On est venu à Grenoble parce que il y avait les 2 frères de Charlie ici. À l'époque, c'était le Canada. C'était un pays qui était vraiment jeune, riche, très prometteur, où il y avait beaucoup de travail. Et on avait des amis qui, en 2 ans, se sont fait une fortune, pas colossale, mais
autre que celle du Maroc. Ils sont partis avant nous et ils étaient satisfaits. Et nous, ça nous a donné envie d'y aller. Et puis, bon, les parents qui se sont opposés, on a laissé tomber. Voilà, on a atterri à Grenoble. Après quoi, on est parti en 64 et Gary, il avait 3 mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis, on a atterri chez son frère, chercher du boulot, à s'intégrer. Moi, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai presque pris peur parce que les gens, ils étaient tous avec des anoraks, des chaussures à poil, des bonnets. J'avais jamais vu ça. Je comprenais pas bien. Puis voilà, on s'y est fait. Et le départ et la séparation avec la famille, ça a dû être quelque chose de très difficile? Ben oui, c'est toujours difficile. Hein. La preuve, c'est qu'ils ne voulaient pas nous laisser partir au Canada. Mais pourquoi ils ont dit oui à la France et non au Canada? Parce que le Canada, c'est un pays très froid. J'allais emmener Gary qui avait 3 ou 4 mois dans un pays comme ça. Et c'était trop loin. Trop loin, presque inaccessible pour venir nous voir ou nous pour venir les voir. Alors que la France, c'est plus à portée de main quand même. Hein. Et vous saviez que le reste de la famille partirait en Israël peu après? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non, leur décision a été prise bien après. Surtout nous. Et ils ont dû partir 3 ou 4 ans après. D'accord. Après nous, pour faire leur rallye en Israël. Et vous n'avez pas été tenté à ce moment-là? Et après, moi, on est arrivé ici. J'ai travaillé tout de suite. Je donnais Gary à garder. Et j'ai travaillé dans la photographie, mais du grand photographe. Hein. Ça veut dire des prises de vue de montagne, du Mont Blanc, qui revendaient ça à des grosses sociétés. C'était un commerce. Le grand départ, c'était en décembre 1964. Nous étions obligés de quitter le Maroc parce que la situation devenait plus tendue. Et donc, j'ai décidé de rejoindre mon frère, Georges, qui est le cadet de la famille, qui était installé déjà aux alentours de Grenoble. Et je suis donc parti avec Lisette, qui venait d'accoucher depuis 6 mois de notre fils aîné, Gary. On est arrivé avec un bébé, en plein mois d'hiver, à Grenoble, ville froide, enneigée constamment pendant tout l'hiver. Et voilà comment a débuté l'installation en France. Est-ce qu'on a été aidé par les autorités françaises à cette époque? Absolument pas. Donc c'était un départ purement volontaire et c'était la grande débrouille. Volontaire et c'est l'aventure. Et pourquoi Grenoble? Parce que j'avais un frère qui était installé déjà. À Grenoble? À Grenoble, et donc c'était un petit peu une assurance, un minimum de confort pour pouvoir retrouver un membre de la famille, c'est un réconfort. Et comment c'était à l'époque d'être accueilli comme ça en terre nouvelle? Ah ben nous n'avons pas été accueillis du tout. On est arrivé en bateau de Casablanca à Marseille, donc 2 jours de traversée, et à Marseille on a pris le train pour arriver à Grenoble. Mais le rapport avec les Français à l'arrivée, ne serait-ce que pour trouver un logement, trouver du travail, aucune aide. Aucune aide. Mais à l'époque, ceci dit, la situation économique était quand même assez porteuse. On était dans les fameuses 30 glorieuses. Bien sûr.
Donc trouver un job, c'était pas très compliqué. Oui, mais on n'a jamais été conseillé, encadré, aidé, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Donc comment ça s'est passé? Très dur. C'est-à-dire? Très dur. Le logement était difficile parce qu'il fallait avoir des garanties, il fallait avoir des cautions, etc. Et le job, c'était des jobs d'opportunité, genre porte-à-porte auprès des particuliers, aucune assurance sociale, c'était rémunéré à la commission. Et voilà, et on a démarré comme ça. Et le porte-à-porte, c'était pour vendre quoi? Ah, c'était pour vendre ce qu'on appelait le BIMscope, c'est-à-dire une feuille en polycarbonate en forme de loupe. En fait, c'était des téléviseurs en noir et blanc, des tout petits formats, de rien du tout, il n'y avait pas la couleur. Et donc, pour vendre ces appareils qu'on disait japonais, mais je ne sais pas si c'était japonais, et on les vendait au porte-à-porte, on faisait une démo illico sur le champ, il fallait donc faire la démo et laisser sur place l'appareil. Oui, disons qu'on a commencé, on dit vulgairement, à faire son trou. Socialement et économiquement? Oui, un petit peu les deux, oui, mais c'était très très dur. Hein. C'était dur à telle enseigne que, par exemple, au début, quand on pensait à tous ces problèmes, on passait ce qu'on dit couramment des nuits blanches, à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va devenir? Et vous avez jamais regretté, vous avez jamais voulu repartir, vous avez jamais voulu changer? Les 2 premières années, bien sûr. La famille vous manquait? Ben, la famille, bien sûr, la famille nous manquait, aussi bien des parents d'Isette que mes parents et frères aussi. Mais on s'est rendu compte finalement que au Maroc, la vie était franchement facile, beaucoup plus facile, et c'était la belle ville. Mais on s'est un petit peu... C'est sur un coup de tête qu'on est parti. C'est-à-dire? On va faire comme tout le monde, on va aller en Europe. C'est une décision comme ça prise un peu à l'emporte-pièce, sans planification? Sans réflexion, sans études. Oui, c'est... Qu'est-ce que vous aviez dans les valises quand vous êtes parti? Bah, le strict nécessaire du linge. Et en termes d'argent? En termes d'argent, j'avais économisé à peu près 1200 francs qu'on avait réussi à faire passer par un ami qui était à Paris, donc qui nous a fait un virement ensuite à Marseille pour récupérer les 1200 francs. Avec 1200 francs, on peut dire que bon, on pouvait vivre à peu près 2 mois. Donc il y avait 2 mois d'autonomie. Voilà. Il fallait absolument trouver un travail. Absolument. Et faire vivre la petite famille. Et oui, et un bébé qui avait 6 mois. Alors avec le recul, cette enfance marocaine, elle était quand même difficile mais heureuse? Ah, heureuse, oui. Plus heureuse que l'enfance qu'on a eue nous? Ah oui, absolument, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire? Bah attends, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous aviez tout. Ah, donc nous, on a eu une enfance plus heureuse que... Ah bah bien sûr, que la nôtre, bien sûr. Mais notre enfance au était très agréable. Parce Mais on n'a pas su l'apprécier. Ah. On n'a pas apprécié parce que, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs. C'est une fois qu'on a atterri en France, qu'on a vu la dureté de vie, qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait finalement une erreur. Donc c'était quand même une famille assez nombreuse, dans des conditions relativement précaires? De toute façon, on ne savait pas ce que c'est. Les contraceptions,
elle n'était pas cachère. D'accord. Et donc, comme on disait tout à l'heure, graduellement, la famille s'est installée économiquement, socialement. On est quand même arrivé à... Enfin, tu es arrivé à la faire prospérer. Oui, On a commencé à acheter des appartements, voilà, des garages, Mélan, des magasins. voilà, le magasin c'était grâce à Gary. Avec le recul, tu te considères plus comme marocain, français, juif? Mais c'est le bouquet de tout ça. Je suis français. Je remercie la France pour le. Je peux pas dire l'accueil. Ils m'ont jamais accueilli, mais, mais, mais pour m'avoir autorisé à m'installer. Mais je dis toujours que je suis un Maroco-français ou un Franco-marocain, comme vous voulez. Et quand ils sont partis en Israël, quelle a été leur première réaction une fois arrivés? Ils sont partis par idéalisme, hein. Par idéalisme. Ah oui. D'accord. Oui. Là, ils avaient vraiment envie d'y aller. Puis bon, le fait qu'on n'était plus sous protectorat français, ça les a boostés plus. Parce elle avait son frère ma mère avait son frère et sa sœur qui habitaient en Israël depuis la création presque. Pourquoi n'être jamais parti en Israël, contrairement à ce qu'a fait une partie de la famille? Très bonne question. On n'est pas parti parce qu'on voulait rester un petit peu au sein de l'Europe, pays cultivé, pays de culture, pays moderne, économie en avance, etc. Et comme je l'ai dit, c'est même pas réfléchi, comme c'est un coup de tête. Bon. Mais 10 ans après, 15 ans après? 15 ans après, il y a eu des enfants, 1, 2, 3, ça fait beaucoup pour repartir à l'aventure. Mais la tentation a existé à un moment donné? Même pas. Même pas, jamais. Même pas. T'as jamais vraiment eu de grosses accroches avec Israël, hein? Non. Non. Pourquoi? Je maîtrisais pas la langue d'abord pour commencer. Et non, on voulait découvrir l'Europe. Donc quel était le rapport avec les indigènes, avec les autochtones? Ah ben parfait, c'était l'entente cordiale, fraternelle. Nous étions libres de nos mouvements, nous étions libres de célébrer notre culte, grâce toujours au roi Mohammed V. Qui était très ouvert. Qui était très ouvert et très protecteur vis-à-vis de la communauté juive. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on date l'arrivée des Juifs espagnols à Casablanca? Très bonne question. Mais bonne question parce que on est embarrassé par le fait que nous n'avions pas d'état civil, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on était né précisément, aussi bien les aïeux, etc. Mais l'arrivée d'Espagne, ça remonte à peu près à quand? L'arrivée d'Espagne, on peut dire, c'était 1550. D'accord, donc on va retrouver des ancêtres chétrites au Maroc pendant très longtemps. Ah, tout à fait. Et toujours sous cette forme de oui, tout à d'hospitalité marocaine. Nous étions d'ailleurs natifs précisément de El Jadida. El Jadida veut dire, c'est l'ex-Mazagan, cité portugaise qui était dominée par les Portugais d'ailleurs. Tout l'Espagne, les Portugais, les Italiens étaient admis agréablement, étaient acceptés humainement par le roi Mohammed V. Et
Pas de papier d'identité, ça veut dire quoi? Qu'on n'avait pas les mêmes droits que les Marocains? Mais on n'avait pas cette organisation des Français, l'état civil. Quand on était né, il fallait se déclarer à la mairie. On n'avait pas de mairie, d'ailleurs. Ah, mais surtout le Marocain, c'est un chic type, le Marocain. On vivait en communauté avec eux. Hein. Et tous les jours, quand il nous arrivait de faire la fête, par exemple, même à Hanouka, au Rosh Hashanah, ou tout ce qu'on voulait, on invitait les voisins marocains. Et ils nous rendaient l'appareil quand ils faisaient l'Aïd el-Kébir ou le Ramadan. Et quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur les musulmans que tu connais, qu'on voit aujourd'hui, à travers notamment les faits divers, les nouvelles? Une certaine amertume, parce que c'est pas les musulmans que j'ai connus. C'était des tolérants, des fraternels, alors qu'actuellement, c'est avec les événements qui se passent, la gravité des faits, je ne retrouve plus les musulmans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis pour qu'on en arrive ici? L'extrémisme. Est-ce que les gens étaient religieusement extrêmes à l'époque, quand tu les connaissais? Absolument pas. Ils sont très religieux, mais étaient tolérants. Vis-à-vis de la communauté juive, on cohabitait fraternellement, sans problème, et chacun pratiquait sa religion librement. À mes petits-enfants, c'est d'abord une scolarité poussée, des études, bien sûr, le plus loin possible, et des bagages, en fait. Des bagages pour réussir dans la vie. Et puis? Et puis, je peux dire, il y a tout, hein, on fait les études, ça aboutit à quelque chose, quoi. Mais est-ce que tu leur dirais, par exemple, comme toi, d'en profiter, d'être espiègle? Non, espiègle peut-être un peu, mais pas faire comme j'ai fait, moi. Ah, bien sûr. Donc faire autre chose de mieux que ce que j'ai fait. Tu t'es bien débrouillé quand même. On peut dire ça comme ça, mais enfin, c'est peut-être un petit peu de chance aussi. Hein. Sûrement. Voilà. Mais bon, t'as une belle famille avec des enfants qui ont ça, j'en suis trop mal réussi. Très, très heureux, oui. هليالة وهيلالي الدار البيضا ديالي علي حبيبي ديالي فين هو يحسر على دوك الايام فين قدور ديالي علي حبيبي ديالي فين هو